Lecture dédiée à Sérigne Sec. Georges Simenon. Lettre à ma mère. Presse de la Cité, 1974. Jeudi 18 avril 1974. Ma chère maman, voilà 3 ans et demi environ que tu es morte, à l'âge de 91 ans, et c'est seulement maintenant que, peut-être, je commence à te connaître. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans la même maison que toi, avec toi, et quand je t'ai quitté pour gagner Paris, vers l'âge de 19 ans, tu restais encore pour moi une étrangère. D'ailleurs, je ne t'ai jamais appelée maman, mais je t'appelais mère, comme je n'appelais pas mon père papa. Pourquoi? D'où est venu cet usage? Je l'ignore. Depuis, j'ai fait quelques brefs voyages à Liège, mais le plus long a été le dernier pendant lequel, une semaine durant, à l'hôpital de Bavière, où je servais jadis la messe, j'ai assisté jour par jour à ton agonie. Ce mot-là, d'ailleurs, s'applique mal aux journées qui ont précédé ta mort. Tu étais étendu, dans ton lit, entouré de parents ou de gens que je ne connaissais pas. Certains jours, je pouvais à peine arriver jusqu'à toi. Je t'ai observé pendant des heures. Tu ne souffrais pas. Tu ne craignais pas de quitter la vie. Tu ne récitais pas non plus de chapelet du matin au soir, bien qu'il y eût une religieuse en noir figée tous les jours, à la même place, sur la même chaise. Parfois, et même souvent, tu souriais. Mais le mot sourire, appliqué à toi, a un sens un peu différent de son sens habituel. Tu nous regardais, nous qui allions te survivre et te suivre jusqu'au cimetière, et une expression ironique étirait parfois tes lèvres. On aurait dit que tu étais déjà dans un autre monde, ou plutôt que tu étais dans ton monde à toi, dans ton monde intérieur qui t'était familier. Car ce sourire-là, où il y avait aussi de la mélancolie, de la résignation, je l'ai connu dès mon enfance. Tu subissais la vie, tu ne la vivais pas. On aurait dit que tu attendais le moment où tu serais enfin étendu sur ton lit d'hôpital avant le grand repos. Ton médecin était un de mes amis d'enfance. Il m'affirmait que tu t'éteindrais doucement après l'opération qu'il t'avait faite. Cela a pris 8 jours environ, le séjour le plus long que j'ai fait à Liège depuis mon départ à 19 ans. Et je ne pouvais m'empêcher, lorsque je quittais l'hôpital, de retrouver des joies de ma jeunesse, comme d'aller manger des moules avec des frites, ou encore de l'anguille au verre. Est-il honteux de mêler des images gastronomiques à celles de ta chambre d'hôpital? Je ne crois pas. Tout cela se tient, tout se tient, un tout que j'essaie de démêler, et que tu as peut-être compris avant moi, quand tu me regardais avec un mélange d'indifférence et de tendresse. Nous ne nous sommes jamais aimés de ton vivant, tu le sais bien. Tous les deux, nous avons fait semblant. Aujourd'hui, je crois que chacun se faisait de l'autre une image inexacte. Est-ce que, lorsque l'on sait que l'on va partir, on acquiert une lucidité qu'on n'a pas eue auparavant? Je l'ignore encore. Je suis presque sûr pourtant que tu cataloguais très exactement les gens qui venaient te voir, des neveux, des nièces, des voisines, que sais-je. Et, dès que j'arrivais, tu me cataloguais aussi. Mais ce n'était pas l'image que tu te faisais de moi que je cherchais dans tes yeux, ni dans ton visage serein. C'était ta véritable image que je commençais à percevoir. J'étais ému, anxieux. J'avais reçu la veille au soir le coup de téléphone de mon vieux condisciple Orban, devenu chirurgien en chef de l'hôpital de Bavière et qui t'avait opéré. Je venais aussi de parcourir aussi vite que possible les routes suisses puis l'autoroute allemande, puis enfin un bout de route belge. J'ai retrouvé soudain devant moi la grande porte vernie de l'hôpital de Bavière à laquelle, enfant, j'arrivais haletant, surtout l'hiver, après avoir franchi les rues désertes où je marchais par peur au milieu de la chaussée. J'ai trouvé tout de suite ton pavillon, puis ta porte à laquelle j'ai frappé. On m'a répondu Entrez. J'ai eu un choc en voyant 4 ou 5 personnes au moins, plus une bonne sœur en noir, qui semblait monter la garde comme une sentinelle dans ta petite chambre d'hôpital. Je me faufilai vers ton lit pour t'embrasser,
quand tu m'as dit très simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, pourquoi es-tu venu, Georges? Ce bout de phrase, plus tard, quand j'y ai réfléchi, car il m'est resté sur le cœur, m'a peut-être expliqué un peu de toi-même. Je t'ai embrassé sur le front. Quelqu'un, je ne sais qui, a sacrifié sa chaise pour me l'attendre. Je t'ai regardé intensément. Je crois que de toute ma vie, je ne t'avais jamais regardé de cette façon-là. Je m'attendais à trouver une mourante dans un demi-coma. Je retrouvais tes yeux, que j'ai déjà essayé de décrire, mais que j'aurais besoin de décrire encore, car ce n'est qu'avec le temps que je les comprends. Étais-tu étonné de me voir? T'imaginais-tu que je ne viendrais pas assister à ton agonie et à ton enterrement? Me croyais-tu indifférent, sinon hostile? Dans ces yeux-là, d'un gris délavé, était-ce une authentique surprise ou une de tes roueries? Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu savais que je viendrais, que tu m'attendais, mais, comme tu t'es toujours méfié de tout le monde et de moi en particulier, tu avais craint que je ne vienne pas. Les gens autour de toi n'ont pas eu la discrétion de sortir de la pièce. C'est moi qui ai dû les faire sortir en leur disant que je désirais être un moment seul avec ma mère. La bonne sœur n'a pas bougé. Elle est restée sur sa chaise, aussi immobile, aussi impénétrable, aussi indifférente sans doute qu'une statue. Elle ne m'a jamais dit bonjour lorsque j'entrais. Elle ne m'a jamais dit au revoir non plus. On aurait pu croire que c'était elle qui détenait les clés de la porte de la mort, du paradis et de l'enfer, et qu'elle attendait le moment de les employer. Nous sommes restés longtemps à nous regarder. Il n'y avait pas de tristesse sur ton visage. Il n'y avait aucun sentiment que je puisse définir sans risquer de me tromper. Une victoire? Peut-être. Tu étais la 13e de 13 enfants. Ton père était ruiné quand tu es né. Tu avais 5 ans quand il est mort. C'était tes débuts dans la vie. Tu restais seul avec ta mère. Tes frères et sœurs étaient éparpillés, certains déjà au cimetière. Vous habitiez un logement modeste, plus que modeste, dans une rue pauvre de Liège. Et je n'ai jamais su de quoi vous avez vécu, ta mère et toi, jusqu'à l'âge de 19 ans où tu es entrée comme vendeuse dans un grand magasin. J'ai une mauvaise photo de toi qui date de cette époque-là. Tu étais jolie, avec encore les rondeurs du visage qui marquent la jeunesse. Mais tes yeux exprimaient à la fois une volonté de faire et une méfiance vis-à-vis du monde entier. Tes lèvres avaient beau esquisser un sourire, c'était un sourire sans jeunesse et déjà plein d'amertume, et tes yeux fixaient durement l'objectif du photographe. Pourquoi es-tu venu, Georges? Ce petit bout de phrase est peut-être l'explication de toute ta vie. Lorsque nous sommes restés seuls, sauf pour la présence de la bonne sœur, tu n'as rien trouvé à me dire, et je n'ai rien trouvé à te dire non plus. J'ai pris ta main amaigrie posée sur le drap de lit. Elle était sans chaleur et comme sans vie. Aurais-tu été réellement déçu ou peiné si je n'étais pas venu? Je me le demande. Les gens qui encombraient ta chambre à mon arrivée, tu les connaissais. Tu savais, pour ainsi dire, pour chacun, ce qu'il attendait de toi. Un tel de l'argent, tel autre, un de tes 2 buffets de salle à manger, une autre encore du linge, et ainsi de suite. Car tu ne t'es jamais fait d'illusions. Tu n'as jamais cru personne. Tu as toujours, aussi loin que je puisse aller dans mes souvenirs, soupçonné le mensonge et l'intérêt. Je n'avais pas 6 ans et je venais d'entrer à l'Institut Saint-André quand, déjà, tu croyais que je te mentais. Et tu l'as toujours cru. La dernière fois que tu es venu me voir, c'était à Épalinges. Je t'avais invité à venir passer quelques semaines avec moi, et j'avais l'arrière-pensée de t'installer, car tu étais déjà très âgé et handicapé, dans une des excellentes cliniques de la région. Épalinges, que j'ai mis en vente il y a 2 ans, et que je n'ai pas encore vendu, est une très grande maison, et offre l'image d'un certain luxe. Il exigeait un personnel nombreux. Tu passais une grande partie de tes journées dans le jardin, à l'ombre dansante d'un bouleau. Ce qui te préoccupait, ce n'était pas de savoir comment tu vivrais tes dernières années. Lorsque tu parvenais à accrocher un des membres du personnel, tu lui demandais avec un doute dans les yeux, est-ce que la propriété est vraiment payée? Cette préoccupation, tu l'avais déjà lorsque je t'ai invité à la Richardière. C'était une gentilhommière qui comportait un grand étang, plein de canards, un immense potager, un bois et quelques prés. Là aussi, tu passais une bonne part de tes journées dans un fauteuil en plein air. Je crois bien qu'à cette époque-là, je n'avais encore que 3 chevaux.
Cela nécessitait un palefrenier. Le jardin et la basse-cour étaient tenus par un jardinier. Bref, là aussi, en 1931, il y avait assez bien de monde autour de moi. Tu regardais les gens aller et venir, tu les observais, et une fois seul avec Boule, tu lui as demandé: Est-ce que mon fils a beaucoup de dettes? En 50 ans, je n'ai jamais pu te convaincre que je travaillais et que je gagnais ma vie. Cette méfiance ne s'adressait pas seulement à moi, elle était innée chez toi. La petite orpheline de 5 ans vivant seule avec sa mère ne pouvait pas croire au miracle. Mais c'était moi, au fond, qui était l'objet principal de cette méfiance. Par amour, par crainte que je me mette dans une situation fausse, parce que tu craignais de ma part, Dieu sait quelle escroquerie. Il n'y a que toi, mère, qui pourrait répondre. Pour ma part, je ne suis capable que de suppositions, et les jours que j'ai passés à ton chevet m'y ont peut-être aidé. Je viens de te dire mère au lieu de maman. C'est que j'ai été habitué dès ma plus tendre enfance à t'appeler ainsi. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, plus que la plupart des gens. Autant ma mémoire est souvent défaillante en ce qui concerne des événements récents, autant elle est d'une exactitude photographique en ce qui concerne mes premières années. Je me demande si tu m'as jamais pris sur tes genoux. En tout cas, cela n'a pas laissé de traces, ce qui signifie que ce n'est pas arrivé souvent. Le père et la mère qu'on m'a appris à utiliser ne venaient probablement pas de toi et je ne peux t'en vouloir. Mon père était un tendre, mais comme tous les Simnons que j'ai connus, il ne s'est jamais montré expansif. Il y a un détail dont je me souviens et qui est peut-être significatif. Un jour tu lui as dit dans un moment de découragement: Quand je pense désirer que tu ne m'as jamais dit je t'aime. Et mon père a répondu, les yeux humides, j'en suis persuadé. Mais tu es là. Est-ce cela qui t'a endurci? Est-ce que, prise entre les brûles dont tu sortais et les Simnons dans le clan desquels tu entrais, tu as ressenti comme une coupure et même un désarroi? Tout cela, mère, je vais essayer de le comprendre et de te le dire. J'ai passé 19 ans avec toi et à peu près autant avec Désiré. Tu travaillais beaucoup, lui aussi. Le sort ne vous a pas réservé beaucoup de joie. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'un couple qui a des enfants n'est pas seulement un couple, et il l'oublie parfois. Il y a dans la maison, près d'eux, presque toujours présents, des yeux d'enfants qui les regardent, qui les jugent à la mesure de leur jeune intelligence. On croit être simplement père et mère. Ce n'est pas vrai. On est deux individus dont tous les gestes, tous les mots, tous les regards sont jugés impitoyablement. Maintenant que tu es morte, maintenant que je t'écris une de mes rares lettres, je suis père à mon tour et, bien entendu, je ne suis plus impitoyable. Je me demande aujourd'hui ce que tu pensais, toi si méfiante, pendant les heures que je passais au pied de ton lit, à te regarder plus intensément que je n'aurais voulu le faire. Peut-être te disais-tu: il attend avec impatience que j'y passe pour quitter l'hôpital et retourner chez lui. Et peut-être aussi l'ombre d'un sourire qui passait sur tes lèvres dans la matinée signifiait-elle: tu vois, je suis encore là. Or, pendant toutes ces heures, j'essayais de te comprendre, de te connaître, d'imaginer la petite Henriette Brûle que tu avais été, car on ne connaît réellement quelqu'un que si l'on a connu son enfance. De la tienne, je ne sais que des bribes qui tiennent peut-être autant de la légende que de la réalité, car tu en parlais aussi rarement que possible et, au temps de ma jeunesse, on ne se permettait pas d'interroger ses parents sur leur passé. Je connais la rue Féronstrée et les petites rues qui s'y déversent. Je sais que c'est dans une de ces petites rues-là que tu as vécu avec ta mère. Je sais aussi que tu ne parlais pas le français, mais seulement un flamand mêlé d'allemand, qui faisait rire de toi dans les magasins où on t'envoyait faire de menus achats. Ton père, lui aussi, est pour moi un être de légende. Il a été régisseur d'une vaste propriété dans le Limbourg, au bord du canal. J'y suis allé en vacances, car ce sont des cousins qui maintenant s'en occupent. Ton père était dikemaster, chef de digue, ce dont tu étais à bon droit très fier. C'est le dikemaster, en effet, qui a les clés des écluses qui permettent d'inonder la région en cas de sécheresse, ce qui en fait un personnage important. Pourquoi a-t-il quitté le Limbourg? Tu ne l'as jamais dit. Je le retrouve à Herstal, dans la proche banlieue de Liège,
habitant avec toute sa famille dans l'ancien château de Pépin de Herstal. Il possédait 4 ou 5 péniches et c'était, autant que je sache, un gros marchand de bois. J'ai une photographie de lui. C'est un homme au visage énergique, aux yeux durs. Il était allemand, né près de la frontière hollandaise, et c'est une Hollandaise qu'il avait épousée. Comment, pourquoi était-il venu en Belgique? Pourquoi, vers l'âge de 50 ans, s'était-il mis à boire démesurément? Je l'ignore. Toujours est-il qu'un soir de saoulerie, il a contresigné des traites pour un ami, que cet ami a fait faillite, et que du coup il a été ruiné. Tu avais 5 ans, donc, quand tu as quitté le vieux château de Herstal. Le seul souvenir que tu m'en aies confié, c'est que tu avais une brebis. On te l'avait donnée quand elle était encore agneau, et quand elle avait grandi, tu avais toujours refusé de t'en séparer. Quelle vie menait-on à Herstal? Comment s'est accompli l'éparpillement de tes frères et de tes sœurs, tous beaucoup plus âgés que toi? Vois-tu, c'est tout cela que j'aurais voulu savoir, car cela m'aurait aidé à connaître aussi la mère que tu es devenue. Il y a de grands vides dans ton histoire telle qu'elle m'a été racontée. J'ai une photographie de ta mère, une femme altière aux traits réguliers mais aussi durs que ceux de son mari, et qui regarde devant elle avec l'air de défier le monde. C'est cette femme-là qui, lorsqu'on frappait à la porte de l'appartement, mettait vite des casseroles sur le feu afin de donner aux gens l'impression qu'elle préparait un copieux repas. Tu en as gardé quelque chose. Quelque chose est le contraire. Toi aussi, mère, tu étais orgueilleuse, mais si je puis dire, tu avais l'orgueil de ton humilité. Tu étais fière d'être pauvre et de ne rien demander à personne. Tu te faisais plus pauvre que tu n'étais, comme si c'était une vertu. Et à 71 ans, je commence à me demander si ce n'est pas vrai. Je t'ai souvent entendu prononcer ces mots. Vois-tu, Maria, nous vivons avec le strict nécessaire. Ces mots, strict nécessaire, m'ont hanté lorsque j'étais tout enfant. Je les considérais comme une insulte à mon père, car si mon père t'avait épousé et avait fondé une famille, c'est qu'il était capable de prendre ses responsabilités. Mais tu étais une brûle, et les brûles n'ont jamais accepté d'être de condition moyenne, à plus forte raison d'être pauvres. Un de tes frères, lui, que je n'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, était très riche et possédait un château. Comme ton père, il était un personnage important dans le Limbourg, où il vendait aux cultivateurs les engrais, les graines, pour leur racheter ensuite leur production. Ce frère-là n'est jamais venu te voir après ton mariage. Il n'est jamais entré chez nous. Mais un jour que je regardais un meuble de bois blanc peint en faux chêne, tu m'as confié, ma mère et moi avions gardé quelques meubles anciens du temps de mon père. Un jour, mon frère est venu et nous a dit que ces meubles presque branlants n'étaient pas pratiques et qu'il allait nous les remplacer par des meubles neufs. Mon oncle a fait enlever les antiquités de la famille qu'il a remplacées généreusement par des articles de bazar. Cela, tu l'as compris. Je sais maintenant que tu as compris beaucoup de choses, que maints souvenirs que j'ignore ont fait petit à petit la femme qui est devenue ma mère. Je te regardais, je suivais l'expression de tes yeux à mesure que l'un ou l'autre entrait, et, de temps en temps, je te voyais fermer les paupières comme si tu étais lasse de tout cela, de ces visiteurs comme de moi. Tu as à peine connu ton père, puisqu'il est mort quand tu avais 5 ans. As-tu connu ta mère beaucoup plus longtemps? J'ignore quand elle est morte et de quoi elle est morte. J'ignore aussi quel âge tu avais et quel trouble cela a pu provoquer dans ta vie. Je suis stupéfait de découvrir le vide qui peut exister entre 2 générations, alors que chacun de nous tient, par ses gènes, sinon par son éducation, une ressemblance avec ses parents. Immobile sur ton lit d'hôpital, tu as dû te demander, comme je te connais, à quoi je pouvais penser pendant les heures que je passais à te regarder. Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai qu'une photographie de ton père et il reste pour moi un être à la fois extraordinaire et mystérieux. Sur ton visage, je cherchais certains de ses traits. J'ai fini par en découvrir un, ta bouche, mince, presque toujours serrée, qui ne s'entr'ouvrait même pas pour le sourire, mais qui s'allongeait un peu. Est-ce de ton père que tu tenais? Je n'ai trouvé aucun trait commun, en tout cas avec ta mère, dont j'ai aussi un portrait dans l'album de famille. Au contraire, dans sa pauvreté presque subite, ta mère réagissait, autant que je puisse juger, en redressant la tête et en regardant le monde avec une sorte de mépris,
à la fois hautain et paisible. Toi, tu baissais plutôt la tête. Tu te voulais humble. Tu disais merci. Tu disais merci à tout le monde et à tout. Merci à la crémière et merci à tes sœurs. Mais ce merci-là, que tu m'as enseigné, n'était-il pas aussi une expression d'orgueil intérieur? J'aurais voulu savoir tout ce qui s'est passé au moment de la ruine de mon grand-père. Ce château de Herstal avait été démoli lorsque j'ai eu l'âge de regarder autour de moi. Mes oncles et mes tantes, je ne les ai jamais vus que déjà vieux. Tu étais la petite dernière, l'enfant qui était né quand on n'y croyait plus, et qui aurait pu être la fille d'une de ses sœurs ou d'un de ses frères. Tu avais d'ailleurs l'âge de certaines de mes cousines. Ton père, les dernières années de sa vie, cela je le sais, parce que cela fait partie de la légende de la famille, buvait beaucoup, avait même sombré dans l'ivrognerie. Comme je te l'ai déjà dit, cette imagerie le montre aussi signant des traites à un important personnage qui s'attablait avec lui dans les cafés. Ce personnage a fait faillite, et ton père a dû honorer les traites qu'il avait contresignées. Je connais son nom. Je l'ai vu en grosses lettres blanches sur de grands chariots tirés par 2 chevaux qui sillonnaient la ville lorsque j'étais enfant. Et il y a eu plus tard une coïncidence que j'ai évité de te raconter. En 1952, je suis allé en Belgique pour une réception à l'Académie belge. Je suis passé par Liège, bien entendu. Tu habitais toujours une de ces petites maisons modestes du quartier de la place du Congrès, où j'ai passé mon enfance. Liège m'avait organisé un accueil inattendu, fait de réceptions officielles, de déjeuners et de dîners non moins officiels dans les palais de la ville. Tu y as assisté. Un soir cependant, il y a eu, non loin d'Hambourg, où nous avons passé tant de vacances, un dîner auquel des journalistes m'ont conduit, alors qu'ils ne faisaient pas partie du programme. Je me suis trouvé dans une villa très grande, très confortable, luxueuse même, où l'on m'avait préparé un dîner somptueux. Le même jour, dans l'après-midi, les journalistes liégeois m'avaient offert une pipe à bague d'or que j'avais posée près de mon couvert. Le dîner terminé, la maîtresse de maison, encore jeune, assez jolie, grassouillette, s'est approchée de moi, le regard excité. Savez-vous, monsieur Simon, que les relations entre votre famille et la mienne datent de nombreuses années? Que répondre? Je l'ignorais. J'ignorais même le nom de mon hôtesse, car on me trimbalait de dîner en déjeuner et de déjeuner en réception. Je suis la fille de monsieur X. C'était un ami de votre grand-père. Je me suis raidi, et j'ai failli sortir sans dire un mot. C'était la fille de l'homme pour qui ton père s'était ruiné. Je suis resté encore un moment, puis je suis parti en pensant à la petite fille de 5 ans que tu as été. Le lendemain, je me suis aperçu que je n'avais plus la pipe en quelque sorte commémorative que m'avaient donnée mes confrères liégeois. J'en ai parlé à l'un d'eux qui a tout de suite ouvert une enquête. On a retrouvé la pipe. C'était le fils de mon hôtesse de la veille qui se l'était appropriée et qui l'avait cachée dans sa chambre. Comme tu le vois, nous avons été volés 2 fois par la même famille. La pipe avait peu d'importance. Ce qui en a, c'est cette époque si importante de la vie, entre tes 5 ans et le jour où, petite jeune fille timide et boulotte, tu t'es présentée à l'innovation. Ton père a-t-il survécu longtemps à sa ruine? Je l'ignore. Je sais seulement qu'il est mort d'un cancer. Quel âge avaient tes frères, tes sœurs? Quels étaient tes rapports avec eux? Je ne peux m'empêcher de penser à toi, à cette époque, comme un petit oiseau tombé du nid. Toute la famille, j'ai cru le comprendre, parlait tantôt l'allemand, langue de ton père, tantôt le flamand, langue de ta mère, qui était hollandaise. Je t'imagine dans les boutiques de la rue Féronstrée, une rue populaire et commerçante comme la rue Puy-en-Soc où était né mon père, balbutiant les mots de français que tu avais appris à gauche et à droite. Où es-tu allé à l'école? Où que ce soit, tu y étais une petite étrangère dont les autres devaient se moquer. Il fallait expliquer chaque mot de français. Et quand tu rentrais dans le modeste appartement de ta mère, tu employais de nouveau ce mélange d'allemand et de français que je t'ai entendu employer toute ta vie avec tes frères et sœurs. Cela vous venait naturellement à la bouche. Mon père, assis dans un coin, ne pouvait que se taire sans rien connaître de vos confidences familiales. Pendant tes derniers jours, lorsque tu étais couché, paisible, avec un mince sourire sur tes lèvres fines, pensais-tu parfois aux moutons de ton enfance, aux péniches de ton père qui, tirés par leurs chevaux, sillonnaient les canaux, aux troncs d'arbres qu'elles transportaient, aux piles de bois qui s'entassaient,
autour du château d'Herstal. Tu ne nous en as pour ainsi dire jamais parlé, et on aurait dit que, dans ton lit d'hôpital, tu revoyais des images qui n'appartenaient plus qu'à toi. Tes frères, tes sœurs étaient morts, puisqu'ils étaient beaucoup plus âgés que toi, et que tu avais 91 ans. La petite dernière avait tenu le coup jusqu'au bout. Chose plus extraordinaire, à la fin, quand la famille de chacune de ses sœurs, de chacun de ses frères, s'est petit à petit dissoute, comme toutes les familles, c'est chez toi qu'on venait se réfugier. Tous les autres venaient de l'autre côté de l'eau. Le quartier d'Outremeuse, à Liège, a la réputation d'être un quartier populaire, sinon un quartier pauvre. Il et elle y sont pourtant venus, l'un après l'autre, y acheter ou y louer une maison pour être tout près de toi. Je n'irai pas jusqu'à insinuer que c'était une vengeance du sort. Tu as dû y penser pourtant, dans le secret de toi-même. Car ces mêmes frères et ces mêmes sœurs t'appelaient lorsque tu étais adolescente et que tu avais beaucoup maigri, que tu avais les nerfs à vif, des crises de larmes soudaines, un oiseau pour le chat. L'oiseau pour le chat les a enterrés. Je me demande en t'écrivant si pendant tout le temps que nous nous regardions en silence, presque fixement, il nous est arrivé de penser en même temps aux mêmes choses. Pour ma part, un souvenir m'est revenu, pénible, celui d'un incident dont j'ai honte, et il n'y a pas beaucoup d'événements dans ma vie dont j'ai lieu d'avoir honte. C'était pendant le voyage à Liège en 1952. Ma seconde femme, D, m'accompagnait et cherchait à tenir la plus grande place possible. Le bourgmestre et les autorités municipales avaient magnifiquement fait les choses, en organisant entre autres un grand déjeuner au musée d'Ansimbourg, une ancienne petite maison patricienne restée telle qu'elle était jadis, avec ses meubles, ses tableaux, ses tapis, ses bibelots. Dans une petite pièce attenante à la salle à manger monumentale, un orchestre de chambre jouait du César Franck, du Grétry et du Mozart. Mais quand il a commencé à jouer, l'incident avait déjà eu lieu. Tu as vu un petit carton avec ton nom, à la droite de la place qui m'était réservée. D'un geste vif, D a saisi le carton et a dit d'une façon péremptoire: Par ici, maman. Et elle t'a conduite à la place qui lui était réservée à elle. D'autres s'en sont-ils aperçus? Sans doute. Pour ma part, je n'ai pas eu le courage de broncher. Mais tout le temps du déjeuner, je n'ai pas prêté attention à la musique, ni ensuite au discours, tant j'étais peu fier de moi. C'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie. Pour l'effacer, si je puis dire, par un souvenir plus drôle, datant du même voyage, je vais te rappeler le dîner dans une des grandes brasseries de la ville. Les journalistes, mes confrères, dont certains avec qui j'avais travaillé autrefois, avaient laissé aux officiels la plus grande partie de mon temps. Ils n'avaient demandé qu'une soirée, un dîner bon enfant, sans façon, qui aurait lieu dans cette brasserie. Ils m'ont seulement recommandé de ne pas t'amener, car il s'agissait d'une réunion fort peu protocolaire qui pouvait se terminer dans une gaieté que tu n'aurais pas appréciée. Je t'ai donc annoncé que ce soir-là tu n'étais pas invité. Tu as toujours pris les choses au pire, en ce qui me concerne. Parfois tu as été plus lucide que moi, mais plus souvent tu t'es trompé. Je te revois hocher la tête, l'air contrarié, et je t'entends me dire: Mon Dieu, Georges, fais attention à toi. Tu vas voir qu'ils vont t'entraîner dans une orgie. Bien entendu, il n'y a pas eu d'orgie. Cette méfiance quasi innée que tu as eue à mon égard, aussi loin que je peux me souvenir, c'est-à-dire dès ma tendre enfance, je ne l'ai jamais comprise, et elle a probablement contribué à dresser une sorte de barrière entre nous. On aurait dit que tu me soupçonnais toujours des pires méfaits, et, si mon frère Christian, plus jeune que moi de 3 ans, se mettait à pleurer, tu te tournais vers moi en demandant: Que lui as-tu encore fait? Je ne lui avais rien fait du tout. Il pleurait pour une raison étrangère à moi. Je me demande maintenant s'il n'était pas nécessaire qu'il y ait eu un vilain dans la famille. Et ce vilain, c'était moi. Je ne t'en veux pas. Il m'est arrivé de t'en vouloir. Entre autres quand dans Pédigré, vers 1942, je t'ai décrite sous le prénom d'Élise. Je me rends compte maintenant que le portrait assez fouillé que j'ai fait de toi n'était pas exact. À l'époque d'ailleurs, j'ai évité de le publier. Je l'ai gardé dans mes tiroirs pendant près de 10 ans, par crainte de te causer du chagrin. Lorsqu'il est paru, enfin, j'ai été surpris d'apprendre par les voisins que tu le faisais lire fièrement à tout le monde dans la rue, et que tu signais tes lettres Élise au lieu d'Henriette. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de savoir qu'après ma visite à Liège, dont je viens de te parler, les autorités, du maire au gouverneur,
Non seulement t'ont invité à toutes les cérémonies et dîners officiels, mais qu'ils envoyaient une voiture pour te prendre. Tu vois que dans ma mémoire il y a du bon et du mauvais, comme je suppose dans toutes les mémoires. Et il est probable que, dans ta chambre de l'hôpital de Bavière, il t'arrivait de penser à toi aussi, qu'au fond, je n'étais peut-être pas aussi mauvais que tu l'avais imaginé. À quelque temps de là, je t'ai invité à venir passer tout le temps que tu voudrais dans le Connecticut, aux États-Unis. J'y avais une très grande propriété, et je craignais un peu ta réaction, celle que tu avais chaque fois que tu découvrais chez moi ou dans mon entourage un luxe quelconque. Je suis allé te chercher avec ma voiture à l'aéroport international. J'ai eu la stupeur de te voir vêtue comme une pauvresse, alors que je savais pertinemment qu'une de nos parentes, qui possédait plusieurs maisons de couture, t'avait constitué une assez importante garde-robe. Une fois à la maison, je t'ai demandé si tu avais d'autres vêtements à te mettre, et tu m'as répondu que non, comme par défi. Par défi, mais un défi que je comprends maintenant et que je suis tenté d'approuver. La petite dernière de la rue Féronstrée, la vendeuse de l'innovation, que ses frères devenus riches n'avaient jamais aidé, se révoltait instinctivement devant tout ce qui était coûteux. Ma pauvre Maria, et dire que je vis avec le strict nécessaire. Cela se tient. Je t'ai conduite à New York et je t'ai acheté plusieurs robes. Et ici se place une petite histoire tragicomique, plus tragique au fond que comique. D a toujours eu la manie de fouiller dans les tiroirs et les affaires des autres. Elle a découvert que tu n'avais qu'un vieux corset tout râpé, tout déformé. Elle est allée t'en acheter un autre et sans t'en parler, elle a jeté le tien à la poubelle. Le lendemain matin, elle a été fort surprise de s'apercevoir que le corset n'y était plus. Tu avais dû te lever pendant la nuit, parcourir des couloirs assez compliqués, ouvrir la porte, Dieu sait comment, et, telle une souris, longer les murs, jusqu'à ce que tu trouves les poubelles. Tu n'as rien dit. Personne n'a rien dit. Le même soir, D, vraiment obstiné, reportait le corset dans la poubelle. Et, cette fois encore, tu allais le rechercher. Cela devenait une bataille de femmes, un combat entre deux volontés. D'un côté D, orgueilleuse, agressive, impitoyable, et de l'autre, le petit bout de femme venu de Liège, avec ce qu'elle avait de plus vieux, de plus râpé sur le corps, comme pour proclamer: Vous m'avez invité, vous avez insisté pour que je vienne, eh bien il faudra me prendre comme je suis, car je ne me laisse pas impressionner par vos grandes manières. As-tu repensé à tout ça, mère? Moi, je l'ai fait, et à beaucoup d'autres choses encore, que j'essayerai de te dire, et qui pendant des années restent enfouies au fond de la mémoire. Face à face, dans une petite chambre d'hôpital, sachant que l'autre n'a plus que quelques jours à vivre, on est tenté de s'interroger, et alors on le fait sincèrement, sans aucun faux fuyant. Peu importe les gens qui vont et viennent dans ta chambre. Ils n'ont d'ailleurs pas l'air d'aller et de venir. Ils marchent à pas si feutrés qu'on ne les entend ni entrer ni sortir. Assis, s'ils trouvent une chaise ou debout, ils sont là pendant des heures, dirait-on, sans doute à attendre de voir passer la mort. Il n'y a que la bonne sœur à ne pas changer, à garder son immobilité de cire, un chapelet aux énormes grains bruns dans son giron. Qu'est-ce qu'elle attend, elle? Je n'en sais rien. Probablement la même chose que les autres. Le plus fidèle est un homme d'un certain embonpoint, qui fait vaguement partie de la famille et qui m'a écrit 2 ou 3 fois pour que je lui achète une maison aux environs de Liège pour lui et sa famille. Je ne te l'ai pas dit, mais je sais que tu le devines. Au fond, nous ne sommes que nous deux à nous affronter en quelque sorte. Tu as 91 ans, mais à mes yeux, tu n'as pas vieilli. Tu as toujours eu ce visage mince, ce teint mat, ces lèvres qui parfois s'étirent. Moi, j'ai environ 70 ans. 50 ans nous séparent. 50 ans dont je ne sais presque rien en ce qui te concerne, et dont je sais encore moins sur les années qui les ont précédées. Comment se fait-il que ce soit toi, la plus jeune, qui possède l'album de famille? Tes sœurs aînées, tes frères, ne te l'ont-ils pas disputé et l'as-tu gagné à force d'obstination, comme tout ce que tu as gagné dans ta vie? C'est un gros album en cuir vert avec des coins dorés, et une fleur dorée aussi sur la couverture. Plusieurs fois, je t'ai questionné sur les personnages figurant aux différentes pages. À cette époque, la photographie était peu répandue. Il fallait aller chez le photographe, qui cachait son visage derrière un voile noir pour faire sa mise au point. On n'y allait en général que dans les grandes occasions.
Ton père, ta mère figurent en bonne place. Je reconnais aussi certaines de tes sœurs et de tes beaux-frères que j'ai rencontrés étant enfant. Mais il y en a d'autres dont tu n'as rien pu me dire. Je me demande si toi-même tu savais qui ils étaient. En particulier une femme très laide, au regard fixe, au visage austère, qui portait un uniforme que je ne connaissais pas et que je ne connais pas encore. Celui, à ce que j'ai pu comprendre, d'une secte religieuse allemande. Un jeune homme aussi, en uniforme d'officier du Kaiser, qui doit être un de mes oncles. Mais pendant que je te regarde, ce n'est pas à eux que je pense, mais à une autre photographie. Une femme encore très jeune, qui n'a pas achevé sa croissance, sous un voile de crêpe noire qui va de son petit chapeau en crêpe noire aussi jusqu'au sol. C'est toi. Je ne sais pas à quel âge, je ne sais pas de qui tu portais le deuil. Le sais-tu toi-même? Il y a eu tant de deuil dans la famille à cette époque que toi et tes sœurs, je vous ai vus plus souvent sous des voiles de crêpe que dans des robes claires. Je me demande parfois si, toi dans ton lit, moi sur une chaise inconfortable, nous ne jouons pas tous ces jours-ci à un étrange petit jeu. Tu sais que tu vas mourir. Mon ami Orban ne te l'a pas caché, et il a eu raison. D'ailleurs, il n'a jamais été aisé de te cacher quelque chose. Tu vis donc déjà comme en dehors du monde. Je parle du monde des humains, et tu nous regardes avec ce qui est peut-être une certaine ironie, mais aussi de la pitié. Car nous, qui te regardons aussi, nous avons encore un chemin plus ou moins long à parcourir. Que sera ce chemin? Rien ne peut nous en donner une idée. Toi, tu sais, et c'est ta supériorité sur nous. Peut-être aussi est-ce l'explication de ce sourire qui effleure de temps en temps tes lèvres. Tu as eu 17 ans pourtant. C'est l'âge que je donne à la jeune femme en deuil du portrait, peut-être 18. Et il te restait encore un certain flou de l'enfance. C'est vers cette époque que tu t'es présenté à l'Innovation, un des principaux grands magasins de Liège, et où, tu me l'as répété souvent, tu es allé, confiante en toi, presque avec un défi dans les yeux, à un certain monsieur Bernheim, qui était alors le directeur des magasins. Tu vois que j'ai même retenu le nom, monsieur Bernheim, celui qui a marqué une première étape dans ta vie puisque dès le lendemain, tu commençais à travailler derrière un comptoir. Je suis allé souvent à l'Innovation avec toi lorsque j'étais enfant. Tu connaissais la plupart des vendeuses. Tu allais d'un rayon à l'autre serrer les mains et donner de tes nouvelles. Ces nouvelles dans ton cœur ne devaient pas être gaies car presque toujours ces entretiens se terminaient avec un mouchoir sur les yeux. J'aurais voulu et je voudrais encore avoir de toi une photographie alors que tu étais une véritable enfant, alors que ton père venait de mourir et que tu vivais près de la rue Féronstrée avec ta mère. Il n'en existe pas dans l'album. Il y a tout un pan de ton passé qui n'a pas laissé de traces. Et c'est justement celui qui me passionne. Déjà, j'ai tout lieu de le supposer. Tu étais une petite fille au nerf exacerbé, à la sensibilité poussée à l'extrême, mais qui, par je ne sais quel miracle, conservait son équilibre et sa volonté. De la volonté, tu en as eu toute ta vie, et maintenant que tu es là sur le lit d'hôpital qui sera ton lit de mort, je ne suis pas sûr que tu n'aies pas choisi l'heure de celle-ci. T'en es bien capable. Un mystère encore. Comment mon père et toi vous êtes-vous rencontrés? Au rayon où tu travaillais à l'innovation, tu avais une compagne, Valérie, qui était aussi petite que toi, mais qui avait un visage ingrat. Vous étiez très amis. Lorsque le grand Désiré passait devant les vitres, il vous arrivait de dire Valérie ou toi, je l'ignore. Quelle belle marche! Car mon père, qui mesurait 1,85 m et qui était mince, marchait à grands pas réguliers de métronome. Est-ce à travers cette vitrine que le contact s'est établi entre vous deux et que ce qui vous a servi d'amour est né? Les parents, quand j'étais jeune, même plus tard, quand j'ai commencé à devenir un homme, ne parlaient jamais de ces choses-là. Chaque jour, à la même heure, Désiré embrassait sa mère, rue Puy-en-Soc, et se dirigeait comme mécaniquement vers son bureau, qui se trouvait près de la gare des Guillemins. Il était déjà un des employés les plus importants du bureau d'assurance pour lequel il travaillait, car il était le seul à avoir étudié au collège. Désiré, en rentrant déjeuner, faisait-il exprès un détour de près d'une demi-heure pour t'apercevoir à travers la vitre de l'innovation? T'avait-il déjà aperçu? Était-il tombé amoureux de la toute petite jeune fille aux cheveux d'un blond presque blanc? Je l'ignore aussi.
Il faut que j'atteigne et que je dépasse les 70 ans pour me rendre compte que tout mon passé, tout le tien et celui de mon père, qui importe tant dans ce qui a fait ma personnalité, est comme un mur blanc. Une silhouette de temps en temps, des visages connus, et encore plus de visages inconnus dans l'album de photographie, des bouts de phrases attrapés par-ci, par-là. Deux de tes sœurs au moins étaient aussi nerveuses que toi, nerveuses et impressionnables à l'excès, ce qui ne veut pas dire déséquilibrées, bien que l'une soit morte dans ce que l'on appelait alors un asile d'aliénés, et l'autre, vers la quarantaine, d'avoir trop bu. Je dirais plutôt que tu étais anormalement sensible, et je ne suis pas le seul à avoir plus ou moins hérité de cette caractéristique. Enfant et jeune homme, j'étais fréquemment somnambule. Il vous est arrivé de me rattraper en chemise de nuit de pilou blanc, au coin de la rue. Le médecin vous a conseillé d'installer des barreaux à mes fenêtres et, jusqu'à mon départ de Liège, j'ai eu ces barreaux sous les yeux, un peu à la façon d'un prisonnier. J'ai encore des crises de somnambulisme à mon âge, ce qui est très rare. Deux de mes fils au moins sont somnambules, alors qu'ils n'ont pas été conçus par la même mère. Enfin, mon petit-fils est somnambule aussi. Est-ce de toi que cela vient? C'est probable, car mon père était un homme calme que je n'ai jamais vu nerveux et qui n'a jamais perdu le contrôle de lui-même. C'est de la petite fille de Féronstrée que je tiens, et c'est bien pourquoi mes yeux interrogent si intensément. Était-ce une réaction chez toi de chercher la sécurité coûte que coûte? Les pensions de vieillesse n'existaient pas, ni les assurances sociales. Une simple maladie pouvait déséquilibrer l'existence d'une famille. Le pauvre Désiré exerçait une profession qui ne comportait aucune pension, aucune garantie de stabilité. Quand je pense que tu n'as même pas souscrit une assurance vie. Cette phrase-là, je l'ai entendue maintes fois quand tu étais d'humeur chagrine. Désiré ne disait rien et détournait la tête, car c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Je l'ai su plus tard quand il est mort à 44 ans d'une angine de poitrine par son médecin. À 25 ans, il était déjà atteint. En tout cas, il présentait pour les compagnies d'assurance, y compris celle dans laquelle il travaillait, ce que l'on appelle plus ou moins élégamment un mauvais risque. Il s'est tu jusqu'au bout. Je ne t'en veux pas. Ce n'était pas lui que tu me donnais comme exemple pour mon avenir, mais un certain monsieur reculé, qui avait la soixantaine et qui, j'ignore par quel méandre, était devenu un vague ami de la famille. Il ne travaillait plus, et n'avait plus à le faire car il était retraité. Il avait travaillé au chemin de fer du Nord, belge, et, dans les compagnies de chemin de fer, la retraite existait déjà. On le voyait se promener, souriant, sûr de lui, jouissant de toutes les années qu'il avait passées derrière un guichet. Il n'avait pas même à se préoccuper de l'avenir de sa femme, car, à sa mort, elle recevrait, elle aussi, une pension. Tu vois, mère, que les enfants observent et écoutent. À cause de la maladie de mon père, ou plutôt du fait qu'il n'avait pas d'assurance, tu me poussais vers le fonctionnariat, vers un guichet ou un bureau de la Compagnie du Nord belge, ou d'une compagnie de ce genre. Puis-je t'en vouloir? Je viens, par de curieux méandres des pensées, de remplir un blanc dans l'histoire de ta jeunesse. Je me demandais en te regardant si les mourants versaient parfois des larmes, et si toi-même en verserais. C'est le mot larmes qui a déclenché en moi un souvenir. Tu avais une sœur mariée à un épicier en gros. Cette sœur-là, très belle femme par ailleurs, qui devait mourir d'avoir bu. Elle a eu d'abord un garçon, puis une fille. Ta mère devait donc être morte à cette époque-là, puisqu'ils t'ont prise, non comme parente, mais comme bonne d'enfant. Tu ne mangeais pas à table, tu prenais tes repas à la cuisine, avec deux ou trois autres domestiques. Non seulement tu t'occupais d'un des enfants, puis des deux, mais quand il y avait un vide dans ton emploi du temps, on t'occupait à d'autres besognes. Si cela m'est revenu à la mémoire en pensant aux larmes, c'est que je t'ai entendu raconter que tu n'avais jamais autant pleuré de ta vie. Mon oncle était un homme dur. Ma tante, ta sœur, était tantôt la plus affectueuse des femmes, tantôt la plus haineuse. Je me souviens fort bien d'elle. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y avait un vaste magasin où les petits épiciers et des femmes des halles venaient s'approvisionner. Lorsque tu allais voir ta sœur, on savait tout de suite dans quel état elle se trouvait. Ou bien elle insistait pour bourrer ton filet à provisions de boîtes de sardines et d'autres conserves, et tu t'efforçais en vain de refuser. Ou bien elle t'interpellait méchamment. Te voilà encore, mendiante. J'imagine la vie que tu as menée chez eux, lorsque tu étais à leur service. La jeune souillon, qui n'osait jamais protester.
et je crois qu'en effet tu as beaucoup pleuré. Comment as-tu eu le courage de t'envoler et de vivre seul? Où es-tu allé dormir? Qui t'a donné l'idée de demander une place à M. Bernheim? Tu vois que si nous ne vivions face à face dans le silence, j'aurais beaucoup de questions à te poser. Peut-être as-tu vécu avec Valérie et sa mère, que j'ai bien connue aussi. On aurait dit deux naines, avec d'étranges visages qui faisaient penser à des guenons, mais elles avaient, pour employer un de tes mots, le cœur sur la main. Désiré, comme tous les employés de ce temps-là, portait un haut de forme. Je t'ai entendu parler de sa belle marche. Je t'ai entendu parler aussi de son beau coup de chapeau. Un soir, à la sortie des magasins, a-t-il eu le courage de s'avancer vers Valérie et toi, et de vous saluer d'un de ses beaux coups de chapeau? Mais alors, quel mot a-t-il balbutié, car c'était intimide? Il faisait partie, au patronage, d'un groupe dramatique, mais il ne paraissait pas sur scène. Pendant des années, il a préféré occuper le trou du souffleur. Comment cet homme-là a-t-il eu le courage de vous accoster, à une époque où il était de très mauvais ton d'accoster une femme dans la rue? Combien de temps êtes-vous restés fiancés? Il était très grand, 1,85 m, et toi toute petite, moins d'1,60 m. Il devait être difficile pour vous deux de vous tenir par le bras. Tu l'as présenté à ta sœur dont tu avais gardé les enfants, et ils t'ont déconseillé d'épouser un vulgaire employé qui n'avait pas d'avenir. Mon père t'a présenté à ses parents, et tout le clan Simon, rue Puy-en-Soc, dans la cuisine vitrée, derrière la chapellerie. C'est raidi devant la petite flamande rougissante. Il n'y avait pas de flamand dans la famille. Et toi, tu n'étais même pas vraiment flamande. Tu ne l'étais, ou plutôt, tu n'étais hollandaise que par ta mère dont les parents possédaient une grande ferme dans le Limbourg hollandais. C'étaient des gens fiers qui avaient du bien, mais toi tu n'en avais pas hérité. Tu n'avais hérité de rien, sinon d'une petite commode en bois blanc, peinte en faux chêne, dont j'ai déjà parlé, et que j'ai connue. Où alliez-vous, Désiré et toi, le dimanche? Pas au théâtre. Il n'y avait pas de cinéma. Mon père ne mettait jamais les pieds au café, sauf pour sa partie de cartes du dimanche matin. Sans doute vous promeniez-vous dans le parc d'Avroy, comme je l'ai fait ensuite avec vous deux et que j'appelais le parc aux canards, car il y avait un étang peuplé de canards. Je n'ai aucune photographie de votre mariage, ni de cette période de votre vie à deux. Comme je connais mon père, il devait emmener le dimanche matin dans la cuisine de la rue Puy-en-Soc, où tous les Simnons se réunissaient autour du père et de la mère. T'adressait-on la parole? Osais-tu la prendre de toi-même? J'en doute. Les Simnons formaient un clan si bien clos que tu devais être là aussi loin qu'en terre étrangère. Vous avez habité un peu plus d'1 an rue Léopold, dans le centre de la ville, où je suis né. Puis vous vous êtes installé Outremeuse, à 2 pas de la rue Puy-en-Soc, et vous n'alliez plus quitter le quartier. Tu as maintenant 91 ans. Je vais dépasser les 70. Et entre nous, il y a tout ce temps écoulé. T'a-t-il marqué? As-tu gardé le souvenir des heures et des jours? À voir ton visage, tu sembles plutôt délivré de voir la fin approcher. J'ai parlé de la petite souris qui se glissait la nuit dans les cours de Lakeville pour aller rechercher son corset. Toute ta vie, tu as trottiné comme une petite souris. Je t'ai rarement vue assise. Et voilà maintenant que, je dirais bien pour la première fois, je te vois couché. Je me demande, en observant ton visage qui a si peu changé, tes yeux clairs d'un bleu gris, restés très vifs, si ton dernier soupir ne sera pas un soupir de soulagement. Il y a quelque chose dans ta chambre d'hôpital qui m'oppresse quelque peu et qui parfois m'empêche de penser. C'est le silence qui règne, avec de loin en loin le glissement sur le sol de la chaise de quelqu'un qui s'en va, les pas feutrés de quelqu'un qui entre, les balbutiements gênés que les nouveaux venus t'adressent. Cela fait très fort église, une église dont tu es le centre et où, dans ton immobilité, tu prends des dimensions extraordinaires. Car tu nous domines tous, les étrangers qui vont et viennent et parmi lesquels je peux peut-être me compter, car j'ai été un étranger pour toi. La porte que l'on pousse et que l'on referme silencieusement et qui, chaque fois, laisse pénétrer un peu d'air plus frais. Il n'y a guère que la visite de l'aumônier à changer l'atmosphère. C'est un homme grand et fort que l'on devine dans la vie courante plutôt jovial. Dès qu'il se montre, tout le monde sort, y compris moi. Il n'y a que la religieuse au chapelet à ne pas quitter sa chaise. De petits groupes se forment dans le couloir. On voit passer des malades dans les lits roulants. On entrevoit des regards vides ou déjà résignés. Moi,
Je m'obstine dans la recherche de ta vérité, c'est-à-dire que je continue à essayer de te comprendre. Dans Pédigré, tu étais un personnage plus ou moins schématique. Je décrivais certains de tes faits et gestes, je rappelais certaines de tes phrases. Aujourd'hui, c'est la vraie Henriette dont je voudrais trouver l'âme. Rue Léopold, où tu as passé ta première année de femme mariée, vous aviez, mon père et toi, un logement de 2 pièces au-dessus d'une chapellerie. Et il fallait que tu descendes un demi-étage pour trouver un robinet. C'était un appartement de petites gens, et on dirait que tu as tenu toute ta vie à faire partie du monde des petites gens. Cela t'étonnerait fort d'apprendre qu'à mon âge, je m'en rapproche de plus en plus, parce que je sens que c'est mon monde à moi aussi, et parce que c'est le monde de la vérité. Monsieur Reculé représentait pour toi, avec sa pension de retraité du Nord belge, la sécurité. Il en existait un autre qui, Dieu sait pourquoi et comment, a fait partie un moment de notre entourage. Il s'appelait Monsieur Rorive. Il était petit, grassouillet, le visage rose d'un rose de bébé. Il était en outre exagérément soucieux de sa personne, et je le soupçonne d'avoir eu un chiffon dans une de ses poches pour essuyer une poussière qui se serait posée sur ses souliers jaunes. Monsieur Rorive avait tenu une crèmerie pendant de longues années, dans l'odeur un peu surette du beurre et du fromage. Sa femme n'était pas plus haute que lui et elle était aussi grasse. Lorsqu'on les voyait tous les deux, bien propres, bien vêtus, un sourire naïf aux lèvres, on ressentait malgré soi une impression de plénitude. Tu admirais beaucoup monsieur et madame Rorive. Tu as même demandé un jour à ton frère, qui avait un château, de te prêter un peu d'argent pour ouvrir une crèmerie. Ton frère a refusé. C'était un homme d'affaires, et les crèmeries, les petites sœurs, n'étaient pas de son ressort. Alors, pour gagner de l'argent coûte que coûte, pour assurer ton avenir, pour être certaine de ne jamais plus connaître la misère, tu as décidé désirer à louer une petite maison dans la rue voisine de celle que nous habitions. Le quartier ne comportait que des maisons modestes, presque toutes pareilles, sauf la couleur de porte et des encadrements de fenêtres. Tu as mis en façade un petit écriteau, chambre meublée à louer, plus exactement chambre garnie, car c'est le mot qu'on emploie à Liège. Je me demande en te regardant, si frêle dans ton lit, si c'était de la cruauté de ta part. Tu devais connaître le caractère de mon père. C'était un homme qui tenait à sa tranquillité, à son fauteuil de rotin qu'il retrouvait le soir, à ses pantoufles, à la lecture de son journal. Après 3 ans de mariage seulement, la petite Henriette, que ses sœurs appelaient un oiseau pour le chat, osait imposer sa volonté au grand désiré. Je t'en ai voulu. Tout enfant, j'ai senti qu'une sorte de déséquilibre s'était établi entre la maison, où tu comptais seul, où tu travaillais dur du matin jusqu'au soir, où tu t'usais les mains à faire de grosses lessives, et l'homme qui, rentrant chez lui, trouvait souvent son fauteuil occupé par un Polonais ou un Russe, son journal entre les mains d'un autre. Je sais maintenant qu'il n'y a jamais eu méchanceté de ta part, je dirais même égoïsme de ta part. Tu suivais ton destin, comme l'oncle au château, et rien, aucune sensibilité ne pouvait se mettre en travers. J'ai été effrayé alors que je n'avais que 8 ou 9 ans, quand une de tes sœurs a été transportée dans un asile d'aliénés. J'étais là. Je revois le fiacre à la porte, le mari qui sanglotait, les bras appuyés au mur, son visage entre les mains. Je me suis demandé, je te l'avoue aujourd'hui, et si un fiacre venait un jour chercher ma mère? On disait de toi que tu étais une plotte de nerfs. Cela veut dire que tu ressentais intensément les moindres contradictions, les plus petites égratignures. Je me souviens entre autres des dimanches après-midi. On avait décidé le matin d'aller se promener à la campagne, très près de Liège, puisque nous ne disposions que du tramway. Tu étais dans ta chambre après le déjeuner, à essayer de mettre ton chignon en équilibre. Tu n'y arrivais pas et, chaque fois qu'il se défaisait, la fièvre montait en toi, des larmes apparaissaient dans tes yeux, et tu finissais par te jeter sur le lit en sanglotant. Nous étions prêts, mon frère et moi, dans notre tenue des dimanches. Nous attendions sur le trottoir, impatients, incapables de comprendre. Mon père, lui aussi, prêt à sortir, allait de nous à toi, et de toi à nous. Encore quelques minutes, mes enfants, votre mère ne se sent pas bien. C'est arrivé 100 fois, 200 fois. Christian et moi n'osions pas monter. Nous entendions parfois des cris, puis de longs monologues haletants qui étaient des reproches. Des reproches à mon père, impassible et patient. Comment as-tu supporté certains de tes locataires qui envahissaient ta cuisine pour économiser le chauffage de leur chambre
et qui t'en mettaient presque à la porte. Avec eux, tu restais souriante et je me demandais pourquoi. Maintenant, je ne l'ignore plus. Ces locataires-là représentaient ce que je t'ai entendu appeler plus tard tes vieux jours. Car tu gardais, peut-être à cause de ta mère, des casseroles vides sur le feu, la hantise des vieux jours. Désiré ne serait plus là avec son traitement mensuel humble mais suffisant. Quant à nous, tes enfants, tu te refusais à y compter. Il fallait assurer tes vieux jours. Dans cette idée fixe, il y avait peut-être quelque chose de maladif. Ta sœur était morte démente. Ton père avait eu une fin précoce et quelque peu étrange. Il avait trouvé un certain équilibre, ou déséquilibre, dans l'alcool, au point de plonger les siens dans la misère. Un de tes frères était devenu une sorte de vagabond qu'on voyait parfois errer, zigzagant sur les trottoirs. Et quand ma cousine, la fille de l'épicier en gros, recevait des amis, elle enfermait à clé sa mère dans sa chambre, par crainte qu'on ne la voie saoule. Toi, tu n'as jamais bu sinon un verre de vin léger, le jour de l'an, chez une autre de tes sœurs. Cette sœur-là, d'ailleurs, avait fait comme toi. Elle avait pris en main fermement, implacablement, la direction de la famille. Son mari, beaucoup plus âgé qu'elle, portant déjà une longue barbe blanche comme les seins des vitraux, travaillait l'osier dans une petite pièce obscure, donnant sur la cour, et confectionnait des paniers pour les mariniers. Ta sœur, elle, trônait derrière le comptoir de l'épicerie, où l'on servait aussi à boire. Je n'ai jamais su d'où venait cet oncle qui faisait penser à la Bible. Je ne l'ai jamais vu non plus assis dans la cuisine avec nous, encore moins dans le salon où mes cousines jouaient du piano. Il avait son petit coin, un peu comme un chien à la tâche, dans cette pièce où le soleil ne pénétrait jamais. Tu as suivi ton destin, comme les autres. Je n'en veux plus tellement à ma grand-mère Simon qui t'a vu avec défiance entrer dans la famille. Tu étais d'une autre race. En outre, tu avais peur, une peur qui avait commencé presque à ta naissance. Et tu avais décidé, avec ton sourire un peu vague, difficile à définir, de lutter. Pour chacun de nous, il existe des gens qui nous accompagnent pendant un chemin plus ou moins long. Ce n'est guère qu'à l'heure du bilan qu'on peut en faire le compte et reconnaître l'influence que chacun a eue sur notre destinée. Ton père t'a quitté alors que tu avais 5 ans. Ta mère, autant que je puisse reconstituer les événements, vers ta 14e ou ta 15e année. Lorsque tu es entré un peu plus tard à l'innovation, quelqu'un devait apparaître, Valérie, qui, j'en jurerais, a joué un plus grand rôle dans ta vie qu'il n'y paraît. Au moment où les jeunes filles se chuchotent des confidences et des projets d'avenir. Valérie, je l'ai dit, n'était pas belle, était même vraiment laide malgré toute sa bonté. Es-tu sûr que ce n'est pas elle qui, à travers les vitres de l'innovation, t'a désigné Désiré, l'homme à la belle marche, et qui a guetté pour toi son passage? J'ai fort bien connu Valérie jusqu'au moment où j'ai quitté Liège à 19 ans. Elle ne devait pas avoir beaucoup changé. À peine s'était-elle un peu ratatinée. Elle venait dîner une fois par semaine à la maison, d'abord avec sa mère, plus tard toute seule. Je me souviens des regards qu'elle avait pour mon père, de son rire excité quand celui-ci la taquinait. Et il la taquinait souvent, peut-être pour profiter de cette excitation superficielle. Cela me rappelle un mot de toi. Pour une raison mystérieuse, peut-être parce que la mère de Valérie était très malade, tu as dû aller passer une nuit avec celle-ci, et en rentrant à la maison, le lendemain, tu as dit: c'est impossible pour moi de dormir à côté d'une femme. L'odeur d'une femme m'écœure. Ce ne sont que de toutes petites touches, mais il faut bien que je recherche ces petites touches dans ma mémoire pour reconstituer une vie de plus de 91 ans, pour lire dans ces yeux qui me regardent et pour imaginer les mots de cette bouche aux lèvres tirées qui ne me dit rien. Tu as eu beaucoup de locataires, 3 ou 4 à la fois. Certains ne faisaient que passer, c'est-à-dire qu'ils ne restaient qu'1 an à l'université de Liège. D'autres, au contraire, ont vécu chez nous 3 ou 4 ans. Pour tous, tu avais la même patience, la même bonne humeur, pour tous, surtout pour les plus pauvres. Tu reculais l'heure de te mettre au lit, afin de ravauder leurs chaussettes. Il y en avait un qui était si pauvre qu'il ne possédait pas de chaussettes du tout. Il vivait avec un œuf par jour et un quignon de pain. Tu essayais, par des ruses habiles, de lui faire accepter un morceau de charcuterie, ou un peu d'un plat que nous mangions ce jour-là. Mais tu étais tombé sur un pauvre plus fier encore que la pauvre que tu voulais être. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ingénieur sans doute, en Pologne. À moins qu'il soit allé travailler ailleurs, ce que je souhaite,
car il était juif et il aurait péri dans les fours à gaz. 3 ou 4 fois, nous sommes allés passer le dimanche après-midi chez la tante dont tu avais en partie élevé les enfants, la femme de l'épicier en gros, qui devait mourir d'alcoolisme. Que s'est-il passé entre vous? Plus probablement entre eux et Désiré, car j'ai cru comprendre que c'était à cause de Désiré qu'on ne les voyait plus. Il y a eu ainsi des époques, certaines longues, certaines courtes, où chaque dimanche se passait chez une tante déterminée. Toujours d'ailleurs chez des tantes de ton côté à toi. Pour toi, en effet, c'était un peu comme si la famille Simon, le monde de la rue puis en soc, n'existait pas. Mon père allait chaque matin embrasser ses parents en se rendant à son bureau, même une fois sa mère morte. Le dimanche matin, tous les garçons, toutes les filles étaient là dans la cuisine, où régnaient des odeurs de plats mijotés. Mon arrière-grand-père, aveugle, était assis dans son fauteuil, et ses petits-enfants venaient l'embrasser. Quant à mon grand-père, il donnait 5 centimes à chacun d'eux, 10 centimes à moi. Cela paraît drôle. Ce n'était pas qu'il m'aimait plus que les autres. Cela rentrait bien dans l'esprit Simon. J'étais le fils aîné de l'aîné de ses fils. Autrement dit, le futur chef de la famille. Toutes ces images-là m'assaillent, mère, pendant que j'essaie de te comprendre, avant que tu ne t'en ailles définitivement. Dans 1 ou 2 jours, dans 3 jours, tu ne seras plus. Les gens immobiles sur leurs chaises dans ta petite chambre ne s'occuperont plus que de leurs affaires. Moi-même, je regagnerai ma maison et mes propres enfants. S'interrogeront-ils un jour sur moi, comme je m'interroge sur toi? J'en doute. Et de toute façon, je n'en saurai rien. Lorsque j'ai quitté Liège, mon père venait de mourir, et c'était une femme en deuil, une fois de plus, en long voile noir, que je laissais derrière moi. Je me sentais, quoique tout jeune et sans situation stable, une certaine responsabilité, et je t'envoyais un peu d'argent chaque mois. Je t'écrivais aussi. Je ne sais pas si j'ai pu récupérer ces lettres, mais j'ai tout lieu de supposer qu'elles étaient guindées, sans beaucoup d'élan, car il n'y avait jamais eu de véritable intimité entre nous. Par exemple, une scène que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire a marqué ma jeunesse. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'ai oublié la raison pour laquelle tu étais très fâché contre moi, tandis que, de mon côté, je te tenais tête. Car moi non plus, je l'avoue, je ne voulais jamais céder quand je croyais avoir raison. Toujours est-il que tu as eu une de ces crises de nerfs, comme tu en avais fréquemment avant nos promenades du dimanche après-midi. Tu t'es précipité sur moi, incapable de te contrôler. Je ne comprenais pas les paroles que tu disais car d'instinct, tu parlais flamand ou allemand. Tu m'as jeté par terre et tu t'es mise à me piétiner en criant toujours. J'ai fini par m'échapper. J'ai marché le long des rues jusqu'au bureau de mon père. J'hésitais à lui dire la vérité. Je tremblais encore de peur contenue. Qu'est-ce que tu as, fils? Mon père ne m'appelait jamais Georges, mais m'appelait fils, comme j'appelle le plus souvent mes enfants. Je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je lui ai dit que tu étais fâché, que tu t'étais mise fort en colère et que tu m'avais giflé. Mon père, lui, ne m'a jamais giflé, pas plus qu'il n'a giflé mon frère. Si je revis cette scène, c'est sans rancune. La vraie raison, c'est qu'elle aide à expliquer ta personnalité. Longtemps, j'ai vécu dans la crainte qu'un fiacre vienne te chercher comme il était allé chercher ta sœur. Il y avait en toi quelque chose d'excessif que tu ne pouvais pas contrôler, mais en même temps, il y avait une extrême lucidité. Je vais te rappeler une autre anecdote encore proche, qui rejoint celle-là, mais dans le sens contraire. Il y a 3 ou 4 ans, je t'ai invité à passer quelque temps chez moi à Épalinges. Comme tu étais déjà âgé, comme tu n'avais jamais pris l'avion, je t'ai envoyé ma secrétaire à Liège pour t'accompagner. On t'a aménagé une chambre dans la salle de télévision des enfants. On y a installé entre autres une armoire assez légère. Tu mangeais dans cette chambre car tu étais assez fatigué et tu ne voulais pas descendre à table au rez-de-chaussée. Ton déjeuner fini, tu faisais la sieste. Un jour, tu ne t'es pas réveillé à l'heure habituelle, ni même une demi-heure plus tard. Yole, qui était alors femme de chambre, a fini par entr'ouvrir doucement ta porte. Elle t'a trouvé assise sur une chaise, avec des bleus sur le visage, et un air douloureux, malgré le sourire que tu t'efforçais d'avoir. Profitant de ce que tu étais seule, tu t'étais dirigée vers l'armoire. Comme tu étais trop petite pour en atteindre la planche supérieure, tu avais monté sur le socle, et l'armoire s'était renversée sur toi. Au lieu d'appeler, au lieu de crier, tu avais rampé jusqu'à la chaise, où tu t'étais hissé je ne sais comment, et là, stoïque, tu avais attendu sans un mot, serrant dans tes mains maigres le trésor que tu étais allé prendre. Car c'était un trésor, des petits sachets de pièces d'or
avec sur chacun le nom d'un de mes enfants. Tu avais travaillé toute ta vie pour assurer tes vieux jours, comme tu disais, et tu nous apportais le fruit de tes économies, en or. Je n'ai pas encore distribué les sachets à mes enfants. J'attends qu'ils soient tous majeurs, tous installés dans la vie, afin qu'ils ne gaspillent pas sottement ce qui t'a donné tant de peine à acquérir. Le même jour d'ailleurs, tu as eu un autre geste qui, d'un côté, m'a fait très mal, mais qui d'un autre m'a forcé à t'admirer. Dans mon bureau, tu m'as tendu une enveloppe contenant tout l'argent que je t'avais envoyé, mois après mois, pendant près de 50 ans. Tu voulais être pauvre, tu voulais t'assurer une fin digne, mais tu ne voulais rien devoir à personne, pas même, et peut-être surtout à ton fils. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, mais cela tient à ce que, quand Yol a ouvert ta porte, je n'étais pas présent. Ce n'était pas de bleu que ton visage était couvert, mais de sang. On l'a lavé avant que je puisse le voir, par crainte de m'impressionner, et on a appelé en hâte un de mes amis médecins. Il a fallu que je te conduise en ambulance à Lausanne pour te soigner et te radiographier, car une de tes jambes te faisait beaucoup souffrir, ainsi que tes côtes. Par bonheur, il n'y avait pas d'os cassé, mais tu as boitillé au bras de l'une ou de l'autre pendant plusieurs jours. Un autre détail vient de me revenir. J'ai parlé de ma hantise du fiacre, qui pourrait s'arrêter devant la porte pour te conduire là où un autre fiacre avait conduit ta sœur. Cette peur, tu l'as entretenue en moi, volontairement ou involontairement. Lorsque tu te fâchais, il t'arrivait de t'écrier soudain: Oh, mon ventre! Tu verras, Georges, que tu m'enverras à l'hôpital. J'étais enfant. Je servais la messe de 6 heures du matin dans ce même hôpital où nous sommes. Mais à cette époque-là, les hôpitaux étaient plutôt réservés aux indigents, et je les revois encore dans leur uniforme rayé comme des prisonniers, avec une robe de chambre de bure. L'idée de te voir partir pour l'hôpital, de t'y voir dans cette tenue m'affolait tellement que, même si j'avais raison ou croyais avoir raison, je me jetais à genoux pour te demander pardon. Et voilà qu'après tant d'années, vieux tous les deux, nous nous retrouvons face à face dans cet hôpital, avec des personnages de cire autour de nous. Il existe 2 ou 3 milliards d'hommes sur la Terre. Ce chiffre est sans doute inexact, car je suis allergique aux statistiques et aux chiffres en général. Combien y en a-t-il eu depuis la préhistoire? Personne n'en sait rien. Ce que l'on peut supposer, c'est que, comme maintenant, ils se sont battus les uns contre les autres, se sont tués les uns les autres, qu'ils ont dû combattre leurs voisins, les grands cataclysmes cosmiques et les épidémies. Tous, cependant, se sont plus ou moins posé la même question. Qu'est-ce que l'homme? Qui est mon voisin? Aujourd'hui, l'ethnographie recherche les traces de ces hommes d'autrefois qui sont en somme nos grands-pères. La biologie, dans les laboratoires du monde entier, cherche à connaître l'homme actuel. Et pourtant, nous ne connaissons pas les gens qui vivent porte à porte avec nous, ceux que nous croisons tous les jours dans la rue, ceux avec qui nous travaillons côte à côte. Nous sommes deux, mère, à nous regarder. Tu m'as mis au monde, je suis sorti de ton ventre, tu m'as donné mon premier lait, et pourtant je ne te connais pas plus que tu ne me connais. Nous sommes, dans ta chambre d'hôpital, comme 2 étrangers qui ne parlent pas la même langue, d'ailleurs nous parlons peu, et qui se méfient l'un de l'autre. Pourtant, crois-le, c'est pour effacer les idées fausses que j'ai pu me faire sur toi, pour pénétrer la vérité de ton être et pour t'aimer, que je t'observe, que je rassemble des bribes de souvenirs et que je réfléchis. Tu as eu ton jour de victoire, je suis même incapable de le situer, d'en fournir une date approximative. Quand j'avais 20 ans, tu en avais environ 40, et cela me paraissait presque indécent que tu puisses faire l'amour. À mes yeux, tu avais fait ton temps, tu avais commencé à être une vieille femme. Ce sentiment ne m'est pas tellement personnel. Je lis le même étonnement dans le regard de mes fils et de ma fille. Il doit en être de même dans la maison voisine et partout dans la ville. Pour moi, tu étais une veuve. Tu avais vécu ce à quoi la vie t'avait destiné. Il n'y avait plus de changement à attendre. Il y en a eu un cependant, et très important, puisque par ce changement tu accomplissais enfin tes rêves de jeunesse et de femme. Je ne sais plus où j'étais lorsque je l'ai appris. Était-ce en France, en Afrique, aux États-Unis? Toujours est-il que j'ai reçu une lettre de ton écriture pointue et nerveuse, par laquelle tu m'annonçais que tu te remariais. Je t'avoue que sur le moment cela m'a choqué. Je gardais un tel culte pour mon père que je n'imaginais même pas l'éventualité pour toi de le remplacer. J'ai compris lorsque j'ai lu les détails.
Tu venais d'épouser un chef de train à la retraite, un chef de train du Nord belge, comme Monsieur Reculé avait été un chef de bureau du même Nord belge. Enfin, tu recevrais une pension. Enfin, tes vieux jours étaient assurés, quoi qu'il arrive. Par la suite, j'ai reçu des photographies et des cartes postales. Toi qui n'avais pour ainsi dire jamais quitté Outre-Meuse, tu allais à Lourdes, à Nice, à Ostende, que sais-je encore. Et tu y allais gratuitement, car ton nouveau mari avait droit à un certain nombre de kilomètres chaque année sans bourse dédiée. Tu m'as envoyé son portrait aussi. C'était un Ardennais maigre et noueux, aux traits durement découpés, au regard à peu près inexpressif. Je ne l'ai rencontré qu'une fois lors de je ne sais quel voyage à Liège. À ce moment-là, une certaine paix régnait encore dans la maison. Où vous vous étiez rencontrés, vous me l'avez dit, ni l'un ni l'autre. Mais tu m'as dit, toi, que tu avais veillé et soigné sa femme malade jusqu'à son dernier soupir. Il n'était pas de notre quartier. Il habitait même une partie de Liège tout à fait à l'opposé de la nôtre. Comme pour désirer, je me suis posé la question. Où? Comment? Mais ce n'est pas des questions qu'on pose à sa mère. Comment va Valérie? Elle avait accompli un si long chemin avec toi, et vous aviez échangé tant de pensées intimes. Tu m'as répondu sèchement, je ne la vois plus. Puis, tu as ajouté avec un petit sourire forcé, figure-toi qu'elle est jalouse que je me sois remarié. Curieusement, si tu avais remplacé mon père par un autre homme, tu avais continué à conserver son nom. Le nom de famille de ton nouveau mari était André. Alors, sur tes lettres et même sur certains papiers officiels que j'ai eus entre les mains, tu écrivais Madame André Simenon. Ça m'a fait mal. C'était à mes yeux comme un abus de confiance. Un autre homme que mon père avait pris place dans ta maison, dans ton lit, mais tu tenais à garder le nom de ton premier mari. Était-ce parce que j'étais déjà célèbre? Ce nom-là t'apparaissait-il un peu comme un talisman? Je l'ai cru. J'ai même pensé qu'au fond tu gardais toi aussi le culte du grand désiré et que, remarié, tu tenais à conserver comme un lien avec lui. Je devais, dans ta chambre d'hôpital, déchanter. Ne crois pas, mère, que je t'en veuille ou que je te juge. Je ne juge personne. Si depuis les temps préhistoriques les hommes s'entretuent, n'est-ce pas faute de comprendre le voisin, les êtres de la tribu voisine? Tu devenais Madame André, femme de fonctionnaire jouissant d'une pension pour lui-même et plus tard pour sa veuve. Tu n'en tenais pas moins à rester Madame Simenon. Je ne l'ai vu qu'une seule fois cet homme que tu appelais le père André. Il ne m'a pas paru antipathique, ni extravagant, ni hanté par des complexes. Il m'a seulement expliqué que le métier de chef de train était un des plus durs et des plus délicats du monde, que les trépidations perpétuelles étaient un danger permanent pour l'organisme, et que sa grande distraction était d'aller chaque jour jardiner autour d'une toute petite maison qu'il possédait sur la colline. La petite maison où il avait vécu une vingtaine d'années avec sa première femme, cette femme, mère, que tu avais si bien soignée pendant sa maladie. Quand je te regarde maintenant en pensant à ce passé, je suis un peu surpris de ta sérénité. Le père André et toi n'avez pas tardé à vous méfier l'un de l'autre. Il t'accusait d'avoir hâte qu'il meure pour toucher seul sa pension. Dieu sait s'il ne t'a pas accusé aussi d'avoir hâté la mort de sa première femme. Dans la maison de la rue de l'Enseignement, où il n'y avait plus de locataires, vous restiez seuls, face à face, deux étrangers, sinon deux ennemis. Personne n'a enregistré les phrases que vous avez échangées. Elles devaient être terribles et exprimer une haine profonde puisque, un jour, vous avez décidé de ne plus vous parler, mais de vous servir de billets griffonnés quand il était nécessaire que vous communiquiez. Quand je parle de haine, je n'exagère pas. Je n'étais pas là, certes, mais quand un homme et une femme qui vivent ensemble, unis par le mariage, en viennent à chacun préparer leur cuisine, à avoir leur propre garde-manger fermé à clé, à attendre que la cuisine soit vide pour manger à leur tour, comment expliquer ça? L'un et l'autre, vous aviez peur d'être empoisonnés. C'était devenu une idée fixe, peut-être maladive. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ta sœur et au fiacre qui l'emmenait, pendant qu'un homme sanglotait, les bras appuyés au mur. Et pourtant, vous avez vécu ainsi plusieurs années. Tu allais faire ton marché, il allait faire le sien. Tu préparais ton repas, il attendait que tu l'aies mangé pour préparer le sien. Et le reste du temps, vous ne pouviez pas rester en tête à tête dans la cuisine ou dans le salon en silence. Il partait pour son petit jardin de la colline, et toi, sans doute,
Tu allais boire une tasse de café chez une voisine, ou une voisine venait boire une tasse de café avec toi. Tu avais gagné, certes. Tu avais gagné la pension dont tu avais rêvé toute ta vie. Tu n'en avais pas honte de cet argent-là, puisqu'un jour tu es venu me rendre fièrement celui que je t'avais envoyé. Le père André est mort, brusquement. Il s'est effondré comme l'avait fait mon père. Je voudrais tant savoir ce que tu penses en ce moment, les images qui te passent par la tête. Tantôt tu parais béatement assoupi, et tantôt tu as un sourire presque moqueur. De qui te moques-tu? De Désiré? Du père André? De nous tous qui sommes figés dans ta chambre, et de la religieuse qui égrène impassiblement son chapelet? C'est peut-être de la vie que tu te moques, de la vie que l'on doit voir autrement quand on est sur le point de la perdre. Cette vaste cour où se dressent de nombreux bâtiments, et où il y a des malades en uniforme assis sur des bancs dès que brille le soleil, je prends l'habitude de la traverser moi aussi vers 10 heures du matin. Il faut donner le temps aux infirmières de faire ta toilette, de te donner leurs soins. Il faut aussi que la chambre soit balayée et mise en ordre. Parfois, à cette heure-là, il n'y a personne d'autre que la bonne sœur de permanence. J'en parle comme si c'était toujours la même. Il n'en est sans doute rien, mais à cause du costume, de l'immobilité, du teint pâle, je ne les reconnais pas les unes des autres. Comment vas-tu, Georges? Tu me souris. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que cette visite bi-quotidienne te fait plaisir? Aimerais-tu mieux rester seul avec les vagues parents, les voisins et les étrangers qui ne vont pas tarder à défiler? Je l'ignore. En tout cas, tu n'as jamais éprouvé le besoin de me dire quelque chose, de me communiquer un message personnel. Hier, je suis allé visiter avec Teresa la chapelle où j'ai tant de fois servi la messe. Je voulais savoir si mes souvenirs ne me trompaient pas, si elle était vraiment belle. Elle a été construite il y a plusieurs siècles par un certain Ernest de Bavière. Qui était-il? Comte, duc, prince ou empereur? Peu importe. À Liège, nous avons connu le règne de tant d'étrangers. Ce qui donne un cachet particulier à la chapelle, c'est qu'elle est construite sur deux plans. Au rez-de-chaussée se tiennent les malades. Un escalier d'une douzaine de marches, couvert d'un tapis rouge, conduit à l'étage où se trouve, face aux fidèles, le maître-autel et, de chaque côté, une galerie est réservée aux religieuses. Le dimanche, il y avait deux messes, une à 6 heures, comme les autres jours, l'autre plus solennelle, à 8 heures. Entre les deux, on me conduisait dans une salle à manger, où on me servait 2 œufs à la coque, des tartines beurrées et du café au lait. Ce dont je me souviens, c'est de l'odeur. Non seulement l'odeur sourde de la pièce que j'ai retrouvée dans d'autres couvents, mais aussi l'odeur et même le goût des tartines, des œufs, du café au lait. J'ai demandé à une religieuse qui passait si l'ancienne sœur Sacristine vivait encore. On est allé la chercher. C'est maintenant une très vieille femme qui n'entend plus bien, ne voit plus bien et qui, je crois, ne comprend plus bien non plus. Bien entendu, elle ne m'a pas reconnu. Je voulais contrôler un souvenir. Le dimanche et les jours fériés, je portais un surplis en fine dentelle que l'on déployait avec précaution et que l'on me passait avec des gestes minutieux. Cela n'existait-il que dans mon imagination. J'ai fini par me faire comprendre par la sœur Sacristine, celle qui jadis me passait ses surplis et en prenait soin. Elle a ouvert des tiroirs, elle a sorti des coffrets en bois dans lesquels étaient couchés ses vêtements précieux. Je lui ai parlé du temps où je servais la messe, où j'endossais ce vêtement, mais mes paroles n'éveillaient aucun écho chez elle. Certains jours, je traversais les cours en marchant à quelques pas devant l'aumônier. Je tenais un haut manche de bois noir au bout duquel était plantée une croix en argent. De l'autre main, une sonnette dont tous les malades que nous croisions connaissaient la signification. Nous allions donner l'extrême onction à l'un des leurs qui était en avance sur eux. Dans la salle, il y avait au moins une vingtaine de lits et les malades comprenaient aussi, se soulevaient sur un coude, faisaient le signe de la croix. C'étaient les moments que j'aimais le moins et je me sentais toujours oppressé. Pourtant, la mort en elle-même ne m'impressionnait pas. 2 ou 3 fois par semaine, après la messe, il y avait une absoute, donc des obsèques. Or, si je ne touchais que 2 francs par mois pour venir servir la messe chaque matin, chaque absoute m'était payé 50 centimes, car cela dépendait de la municipalité. Et j'ai connu certains matins où il y avait 2 absoutes coup sur coup. Nous déjeunions en ville, Teresa et moi. Nous ne sommes pas allés une seule fois dans un grand restaurant. Nous entrions dans ce qu'on appelle des fritures, et notre menu était presque toujours le même, je l'ai dit. Des moules et des frites,
quelquefois de l'anguille. Ça ne m'empêchait pas de penser à toi. Je me demandais toujours si l'événement auquel tout le monde s'attendait ne s'était pas produit en mon absence, et j'avais hâte de retourner à l'hôpital. Lorsque tu as vécu 2 ou 3 semaines à Épalinges, après avoir été renversé par une armoire où tu cherchais tes pièces d'or, j'ai hésité à te laisser rentrer en Belgique. Ta santé laissait à désirer. Je ne voulais pas te savoir seul dans ta petite maison. Et tu refusais obstinément que je te donne une compagne qui veillerait sur toi. Si le mot obstiné peut s'appliquer à quelqu'un, c'est bien à toi. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de te faire accepter qu'on t'installe une salle de bain. Tu mettais des plombiers à la porte. J'ai insisté aussi pour t'offrir une télévision. Il m'a fallu plus de 2 ans pour réussir. Il est vrai qu'alors tu en as pleinement joui. Tes voisins et voisines pour la plupart n'en avaient pas. Alors, presque chaque soir, c'était chez toi qu'une partie de la rue se réunissait. Ton isolement ne m'en effrayait pas moins. Un après-midi, tu es tombé sur le trottoir, et tu es resté là, incapable de te relever, jusqu'à ce qu'un agent de police qui passait par hasard vienne te donner la main. Je ne sais pas si tes genoux ou tes coudes saignaient. Ce que je sais, c'est qu'il a voulu te conduire à l'hôpital. Tu lui as répondu avec ton accent liégeois mêlé d'accent flamand. Mais non, hein, monsieur, je n'ai rien du tout. Nous sommes presque devant ma maison. Conduisez-moi seulement jusque-là, et j'ouvrirai une bonne bouteille de vin. L'agent n'a pas eu plus de succès que moi. Il n'est pas parvenu à aller te faire examiner, pas même par un médecin du quartier. Il a été bien obligé de te suivre dans la maison et de boire le vin que tu lui servais. Tu vois que le mot obstiné semble avoir été créé pour toi. Mais si un jour tu ne t'étais pas senti capable de quitter ton lit, si tu n'avais pas pu aller jusqu'à la rue Puy-en-Soc acheter de quoi manger, je ne voulais pas te laisser repartir. J'en ai parlé à mon médecin des Palinges qui t'a fait plusieurs visites. Il m'a dit que ça ne servirait à rien, bien au contraire, d'aller contre ta volonté. Mon désir était de t'installer dans une des maisons de retraite qui existent entre Genève et Montreux, c'est-à-dire à 2 pas de chez moi. Elles ne ressemblent en rien à des asiles de vieillards, elles n'ont rien de triste ou de sinistre. Elles font plutôt penser à des hôtels de luxe. Mais le luxe, tu n'en voulais pas. La maison de retraite, tu n'en voulais pas. Ce que tu voulais, et tu le voulais bien, c'était ta maison. Cette maison que tu avais pu te payer après avoir tant travaillé, et qui était enfin la tienne. Je suis persuadé que des gens de la rue de l'enseignement s'imaginent que je suis un mauvais fils, que je t'ai laissé seul, peut-être dans la misère. Il a fallu une lettre d'une de mes cousines, presque du même âge que toi, et qui allait te voir de temps en temps, pour que je fasse enfin montre d'autorité et que j'aille à l'encontre de ta volonté. Tu étais resté plusieurs jours sans sortir. Dans le réfrigérateur de la viande, un morceau de tarte, que sais-je, moisissait, et c'est de cela que tu te nourrissais. Pour ne pas céder, tu comprends? Moi aussi je comprenais. Mon médecin m'avait même dit, si vous la déracinez, vous hâterez sa faim. Mais devrais-je te laisser manger de la nourriture avariée? Risquer qu'un jour, un voisin inquiet fasse forcer ta porte et qu'on te trouve morte depuis une semaine ou deux? Je me suis renseigné. J'ai trouvé non loin de Liège une fort belle propriété dans la verdure, avec un immense jardin. Des bonnes sœurs y prenaient quelques pensionnaires, et j'ai pu me rendre compte que celles-ci y étaient entourées de tous les soins voulus. J'ai fait ouvrir un mur pour t'installer un petit salon. J'ai fait aussi aménager une salle de bain. Tu étais chez toi, dans un appartement où tu ne dépendais de personne. Je t'y ai conduite. Tu avais plus que jamais ton sourire à la fois un peu moqueur et résigné. Tu obéissais, mais ce n'était pas de bon cœur. D'ailleurs, après quelques jours d'inconfort pourtant douillet, tu as insisté pour qu'on te reconduise à ta petite maison. Mais si des gens profitaient de ce qu'il y a personne pour aller me voler, ma sœur, tu avais près de 90 ans et tu t'inquiétais qu'on puisse te voler. Te voler quoi? Tes meubles? Ton linge? Quelques souvenirs ramenés de tes voyages avec ton second mari? Coquilles d'Ostende, statuettes de la Vierge, que sais-je? Par 2 fois, il a fallu qu'on t'accompagne pour visiter ta maison et t'assurer que les portes étaient bien fermées. Puis un jour, il a fallu te conduire à l'hôpital de Bavière pour t'opérer. Ce n'était pas cette visite-ci. Je suis allé te voir. Tu avais subi admirablement le choc opératoire et tu étais déjà debout dans ta chambre. Mon amie Orban n'en revenait pas. Elle aurait dû normalement y passer. Maintenant, elle a signé un nouveau bail de plusieurs mois. Quel éclat de triomphe, de défi, dans tes yeux gris-bleus. Il se passe un curieux phénomène. D'habitude, je suis très sensible au temps qu'il fait à un trottoir éclairé par le soleil,
ou à un ciel sombre où passent de gros nuages, à la bise, à la chaleur d'un souffle d'air. Or, du temps que j'ai passé à Liège, et je ne saurais dire si c'était 6 jours, 8 jours ou 10, sinon davantage, il ne me reste rien qu'une sorte de grisaille unie, comme un dessin au crayon sur du papier blanc. Un matin que nous étions seuls, sauf l'inévitable religieuse, tu m'as demandé: que vas-tu faire de la maison? C'était la première fois depuis que je me trouvais dans cette chambre où tu agonisais lentement que tu faisais une allusion indirecte à la mort. Quand j'étais enfant puis adolescent, tu en parlais souvent avec, oserais-je dire, une certaine satisfaction. Quand je serai morte, mes enfants, ou bien tu comprendras quand je ne serai plus là. Mais cela, c'était il y a plus de 50 ans. Maintenant que la mort est pour ainsi dire déjà à rôder dans ta chambre, tu n'en dis pas un mot. Tu ne parais pas en avoir peur. Je suppose que tu la regardes en face et que même, parfois, tu t'impatientes un peu en trouvant qu'elle est bien lente à venir. Qu'est-ce que tu feras de la maison? Je t'ai répondu ce que je t'avais déjà dit autrefois. Je la laisserai entièrement à mon neveu. Avec les meubles, le linge et tout ce qu'elle contient? Tout. C'est une promesse que j'ai faite il y a longtemps à mon frère. Il est mort à peu près à l'âge de mon père, c'est-à-dire vers 40 ou 45 ans, laissant une femme et un fils déjà majeurs. Tous les deux gagnent leur vie. Il n'est cependant pas pour moi question d'accepter une partie de l'héritage de ma mère. Lors d'un de mes rares voyages à Liège, tu m'as regardé longuement avec une attention soutenue, et tu as prononcé cette phrase que je n'ai pas pu oublier. Comme c'est dommage, Georges, que c'est Christian qui soit mort. Cela ne voulait-il pas dire que, dans ton esprit, selon ton cœur, c'est moi qui aurais dû partir le premier? Tu as d'ailleurs ajouté, il était si tendre, si affectueux. Sans doute ne l'étais-je pas, ou évitais-je de le montrer? La maison, ta maison, vraiment la tienne, des briques, des fenêtres, des planchers qui n'appartenaient qu'à toi. Tu avais plus de 80 ans quand ma cousine Maria, ta dernière parente, qui avait à peu près le même âge que toi et qui continue à m'écrire de temps en temps, m'a dit qu'elle t'avait trouvé au haut d'une échelle, occupée à repeindre les murs du corridor. Tu as repeint les murs de la cour aussi. Ta maison n'était pas une maison comme une autre, c'était un symbole. Le symbole de la réussite finale de la petite fille de la rue Féronstrée. Le symbole aussi de l'aboutissement de ta volonté. Le quartier d'Outremeuse est habité par ce que j'appelle des petites gens, faute de pouvoir les définir autrement. Rue Puy-en-Soc, l'artère centrale étroite, grouillante, avec son tramway sonnaillant qui semble se faufiler entre les boutiques. Cela, c'est l'Outremeuse des Simnons. Tu mettais rarement les pieds dans la cuisine vitrée et tu connaissais à peine mes oncles, mes tantes et leurs enfants. J'ignore combien de ce côté-là, comme nous disions, j'ai eu de cousins et de cousines. Une trentaine? Je ne pense pas exagérer de beaucoup, et tous, le dimanche matin, venaient chercher leurs pièces de 5 centimes. Le clocher de Saint-Nicolas était à moins de 50 mètres. Avant que je ne m'envole à 19 ans et demi, j'ai vécu avec toi dans 2 ou 3 maisons, et toutes se trouvaient, comme ta maison, dans l'ombre du clocher de Saint-Nicolas. Nous déménagions parce que le bail venait à expiration, ou parce que tu avais trouvé une maison un peu plus spacieuse. Les meubles retrouvaient leur place exacte, car toutes les maisons du quartier sont plus ou moins construites sur un même modèle. Y habitent de petits retraités, des employés, des contremaîtres, des veuves avec pension, ce que j'appelle les petites gens et, aujourd'hui encore, je considère que j'en fais partie. Ta maison a été la dernière à quelques pas de celle que j'ai habitée avant de me rendre à Paris. Je n'y ai jamais dormi, je n'y suis jamais resté plus d'1 heure ou deux de passage. Et les dernières fois que je suis allé te voir, je me suis senti dérouté. J'avais toujours connu, par exemple, la même salle à manger, plus ou moins Henri II, avec des têtes de lion sculptées aux 4 coins de la table, le buffet aux vitres multicolores, les chaises au fond en faux cuir de Cordoue. Un beau jour, j'ai trouvé 2 salles à manger, 2 tables à peu près pareilles, 2 buffets aux vitres colorées, sans compter des fauteuils que je ne connaissais pas. Le plus étrange, je n'ose pas dire le plus amusant, c'est que tu ne t'y reconnaissais pas toi-même. Il y avait en effet dans la maison le mobilier acheté par mon père et par toi lorsque vous vous êtes mariés il y a si longtemps. Mais il y avait aussi le mobilier du père André, presque pareil. Et tu te trompais. Tu me disais par exemple: regarde, Georges, la table sur laquelle tu as écrit au pont des Arches. Ce n'était pas cette table-là. C'en était une que je n'avais jamais vue, qui avait fait partie d'un autre ménage que je ne connaissais pas. Cette table-là, d'ailleurs, en acajou bien poli, aux reflets comme je les aime, tu n'as pas pu me dire ce qu'elle était devenue.
Tu me jurais que c'était celle que tu me désignais, et moi, je savais déjà que tu l'avais donnée à cousine Maria, la dernière parente que tu as eue. Car, comme petite dernière, avec un grand écart d'âge entre tes frères et tes sœurs, tu restais seule de la famille, et ce n'était pas une sœur qui survivait avec toi, mais une nièce qui, à un an près, avait ton âge, et qui était aussi éclopée que toi-même. Quand son état de santé ne lui a plus permis de te rendre visite, je n'ai plus eu beaucoup de tes nouvelles, en dehors de tes lettres, une fois, de loin en loin. Mais tu commençais à mélanger les idées, à mélanger les dates, y compris les époques, au point qu'il t'est arrivé de parler du père André comme de mon père. Est-ce que, dans ton lit d'hôpital, tu mélanges encore gens et dates? J'en doute. Ton regard est d'une lucidité inattendue. Tu parles peu, certes, surtout comme c'est presque toujours le cas quand tu es entouré de visiteurs. Tu ne continues pas moins à vouloir ce que tu veux, ce que tu as décidé. Écoute, Georges, tu sais que je n'ai jamais aimé la tombe que tu as fait faire à ton père. Une grande dalle de granit brut, avec simplement un nom et une date. J'ai toujours eu horreur des monuments funéraires, des marbres, des colonnettes, voire des portraits encastrés. Tu sais, il paraît qu'elle commence à s'affaisser. Ce n'est pas indifférent de ma part, bien au contraire. J'ai eu et j'ai gardé pour le grand désiré un véritable culte. Mais je ne me suis jamais beaucoup inquiété de sa sépulture. Je ne suis jamais allé m'y recueillir. Lorsque j'ai besoin de le sentir près de moi, ma pensée suffit. Cette fois-là, tu as ajouté, mère, sans te rendre compte de l'énormité de ce que tu disais. J'aimerais mieux être enterré dans le caveau du père André et de sa femme. J'en suis resté figé. Tu as fini avec les années par confondre les deux hommes qui avaient partagé chacun une partie de ta vie. As-tu vraiment aimé mon père? Je me le demande aujourd'hui. Les projets que tu faisais depuis les débuts de ton mariage, ce n'étaient pas des projets pour vous deux, mais des projets pour toi. Tu pensais déjà à ta maison, et tu mettais de l'argent de côté sans le lui dire. C'était ton argent, c'est vrai. C'était celui que tu gagnais en soignant tes locataires. Cela n'en restait pas moins une sorte de magot personnel, si je puis dire, qui dans mon esprit est tout à l'opposé de l'amour. Il est vrai que tu n'as pas davantage aimé le père André. Je me demande, soit dit en passant, pourquoi tu l'appelais le père André. Il n'était le père de personne. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais non plus appartenu à une confrérie religieuse quelconque. C'était pourtant le père André. Mon père à moi, c'était Désiré. La maison de la rue de la Loi comportait 2 pièces au rez-de-chaussée, en dehors de la cuisine à porte vitrée qui se trouvait tout au fond du corridor. Ces 2 pièces étaient toutes les deux encombrées de meubles de salle à manger, de vieux fauteuils, les murs garnis de photographies de Christian, de moi-même, du père André, de sa femme, de mon père. 2 familles, en somme, se retrouvaient mélangées sur les murs, 2 mobiliers dans lesquels tu ne te retrouvais pas toi-même, attribuant à un jeune couple ce qui appartenait en réalité à un vieux retraité. Cela m'a toujours troublé. Je me demande même si ça ne me trouble pas encore. J'ai été marié 2 fois, je vis avec une troisième femme, mais il ne me viendrait pas à l'esprit de les mélanger dans mes souvenirs. Mes enfants connaissent l'origine de chaque meuble, de chaque objet, de chaque tableau, mais je crois bien que ça ne les intéresse pas. Tu vois, mère, que je n'ai rien à te reprocher, et que je ne te reproche rien. Tu as suivi le cours de ta vie avec une fidélité rare, sinon rarissime, à ton objectif. Tu as réussi. C'est peut-être pourquoi, dans ton lit d'hôpital, ton regard est si serein, pourquoi aussi il y passe parfois une étincelle d'ironie. Vulgairement, je dirais, tu les as eus tous, ma chère petite maman. Tu vois que je reprends presque les mêmes termes par lesquels j'ai commencé cette lettre, probablement parce que je suis aussi ému. Un soir, au moment où j'allais me mettre au lit et où j'étais déjà dévêtu, j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital m'annonçant que tu étais morte. Je m'attendais à ce que cela arrive d'une minute à l'autre. La réalité ne m'a pas moins été un choc violent. Je me suis rhabillé en hâte, je me suis précipité vers l'hôpital, vers ta petite chambre, à laquelle je m'étais habitué en oubliant que c'était du provisoire. Je t'ai trouvé le visage serein, d'une sérénité qui n'existe pas dans la vie. Je t'ai baisé au front, comme j'avais baisé mon père, et je me suis assis à côté de toi. La bonne sœur était toujours là, aussi immobile que s'il ne s'était rien passé. Je lui ai demandé si tu avais souffert et elle m'a répondu que non. Malgré moi, j'ai continué à penser. Cette semaine que nous venions de passer ensemble, pour ainsi dire sans nous parler, me manquait. Il me semblait qu'elle ne s'était pas achevée, que le contact n'avait pas été complet. Or,
Je ne voulais pas te laisser partir sans t'avoir connue, sans t'avoir comprise. Tes yeux maintenant n'avaient plus d'expression, mais une fixité extraterrestre. Tes lèvres avaient pris, une fois pour toutes, un pli mystérieux que je n'arrivais pas à définir. Ironie, apaisement, que sais-je? J'aurais tendance à dire apaisement. On avait fait ta toilette. Tu étais belle, tu étais royale, impériale, sur ton petit lit. Et nous n'étions autour de toi que des humains avec toutes leurs hésitations, leurs petits problèmes et leurs angoisses. Tu avais dépassé tout ça et tu nous dominais de ton immobilité figée. J'ai continué à penser, j'ai continué à essayer de te comprendre, et j'ai compris que toute ta vie, tu as été bonne. Pas nécessairement pour les autres, mais bonne pour toi, bonne au fond de toi-même. Tu avais lutté pour atteindre le but que la petite fille de 5 ans s'était fixé. Tu avais serré les dents, mais tu avais besoin, tu as toujours eu besoin d'être bonne, de te sentir bonne. Et c'est pourquoi, mère, tu as passé ta vie à te sacrifier. Tu t'es sacrifié pour le premier malheureux qui passait, pour les ménages qui s'ébranlaient, pour les isolés. J'allais dire pour tout ce qui se passait dans la rue. Pour nous, tu avais dans ton cœur des trésors de tendresse et de patience. Rien ne te rebutait, au contraire. Plus la tâche était difficile et plus tu t'y raccrochais. Faut-il s'étonner que tu ne te sois pas penché autour de toi sur ceux que tu considérais comme les bienheureux de ce monde? C'était nous. Tu ne nous voyais pas ou tu nous plaçais dans la catégorie de ceux qui étaient comblés. Tu venais de tout en bas, de ceux qui n'avaient rien reçu, pour qui chaque petite joie était une conquête qu'il fallait arracher à la force des poignets. Tu continuais à lutter. Ta tâche n'était pas terminée. Tu avais travaillé avec tes locataires jusqu'à ce que nous allions au collège. Notre avenir, à tes yeux, était assuré. Pas le tien, pas celui d'autres gens que tu rencontrais quand tu allais faire tes courses dans le quartier. Entre nous, avec nous, ce n'était pas de la bonté, c'était de l'amour maternel. Or, il fallait que ce soit de la bonté, pas seulement de la bonté pour les autres. Tu n'attendais pas de remerciements ni de reconnaissance. Il fallait, c'était indispensable, que tu te sentes bonne. Et je crois, après 8 jours passés dans ta chambre d'agonie, ce que j'ai enfin découvert. Tu étais né comme ton père, comme la plupart de tes frères et sœurs, avec une tendance à une certaine morbidesse, on dirait aujourd'hui à la névrose. Vous aviez les uns comme les autres une sensibilité exacerbée. Les uns, les unes, essayaient en vain de se défendre par l'alcool. La petite dernière, qui avait assisté à cette lutte de toute une famille, à cette déchéance progressive des uns et des autres, a décidé, toute jeune, de se sauver par elle-même. C'était la petite demoiselle aux cheveux flous et presque blancs de l'innovation. C'était la confidente de Valérie. C'était celle qui admirait la belle marche de Désiré, puis, plus tard, son beau coup de chapeau. Une fois en ménage, avec un enfant qui piaillait, tu as compris que ce n'était pas assez. Tu as loué une maison, tu as pris des locataires, tu t'es imposé une véritable vie d'esclave. Jusqu'à la mort de Désiré. Combien d'années plus tard t'es-tu remarié? Je n'en sais rien. Tu approchais de ton but, la sécurité, la fameuse pension. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je sais que, pendant la guerre, tu cachais tes pièces d'or sous ton tas de charbon. On aurait pu croire que c'était pour toi, que c'était de l'avarice. Or, en même temps, tu réalisais au crochet de petits sacs pour chacun de mes enfants. Je t'envoyais de quoi vivre largement. Le jour est venu où tu as pu venir me rendre tout cet argent. Vois-tu, mère, tu es un des êtres les plus complexes que j'ai rencontrés. Souvent, en pensant à toi, j'évoquais le fiacre qui est venu chercher ta sœur. Entre vous deux, il n'y avait qu'un fil. Ce fil, c'était ta volonté féroce d'être bonne, pour toi et pour les autres, mais peut-être surtout pour toi. Georges Simenon. Cette lettre à ma mère a été dictée à Lausanne, Vaud, 12 avenue des Figuiers, et achevée le 18 avril 1974, révisée le 19 juin 1974. Elle a été publiée à Paris, aux presses de la Cité, en novembre 1974. He's just a boy that has lost his way.